Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Vous regardez les EdTech Mondays UMOA et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis Alexis Lekogo, Naomi Kofi Kwaku est notre interprète en langue des signes. Durant cette année 2025, nous avons parcouru la région à la rencontre des innovateurs, éducateurs, des jeunes startups et institutions qui transforment l'éducation grâce au numérique. Nous avons exploré ensemble les progrès, réalisations et accélérations de l'EdTech sur notre continent. Dans cet épisode, pour clôturer, nous ferons un pas de plus, un pas inédit dans l'un des grands rendez-vous de l'innovation et du numérique, le Kokutana. Et nous mettrons également en lumière les réalisations de 2025 et nous ouvrirons une fenêtre sur les perspectives de 2026. En 2025, EdTech Mondays UMOA a mis en lumière des histoires inspirantes et des transformations profondes. Des enseignants formés aux outils numériques, des startups soutenues par des programmes d'accélération, des jeunes femmes qui se forment au code, des initiatives numériques digitales éducatives adaptées aux réalités africaines, des universités qui repensent leurs pratiques grâce au digital, et des recommandations claires issues de la première conférence EdTech d'Abuja pour guider les systèmes éducatifs de demain. Une année de rencontres, d'expérimentation, de réussite et surtout de transformation pour plus d'accélération et d'impact. Et tout cela nous amène aujourd'hui à un espace où tous ces chemins se croisent. Un événement qui réunit créateurs, chercheurs, éducateurs, institutions et innovateurs. Dans le paysage dynamique de l'innovation africaine, le Kokutana s'est imposé comme une véritable plateforme d'échange, d'expérimentation et d'inspiration. Cette édition 2025 ouvre largement une fenêtre sur les grands défis du moment. L'innovation pédagogique, l'intelligence artificielle, l'agritech ou encore l'entrepreneuriat numérique. Des thématiques qui tracent la trajectoire d'un continent résolument engagé dans la recherche de solutions durables et inclusives. Ici, l'objectif est clair, accélérer la transformation numérique de l'Afrique et donner aux jeunes comme aux professionnels les outils nécessaires pour imaginer et construire l'avenir. En immersion dans ce bouillonnement d'idées, de rencontres et d'énergie créative, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour déploient et inventent les nouvelles solutions éducatives et innovantes du continent. Retrouvons maintenant un homme qui connaît mieux que personne les coulisses et la vision derrière cet événement. Abdulkhadr Diallo, CEO de Volcano et organisateur du Kokutana. Il est également fondateur de Bakeli, structure participante à la première cohorte du Mastercard Foundation EdTech Fellowship, pilotée par Etrilabs Sénégal. Monsieur Diallo, merci de nous recevoir. Vous lancez ici la 10e édition de Kokutana, un rendez-vous emblématique. Alors, quels sont les objectifs cette année et comment l'éducation numérique occupe-t-elle une place centrale? Donc, merci Alexis pour l'invitation. Le Kokutana célèbre effectivement sa 10e édition, mais on célèbre aussi la 10e année d'existence du groupe Volcano. Donc, Volcano existe depuis 2015 et dans son identité ADN, Volcano a commencé par les services numériques avant de se lancer dans l'éducation en formant des jeunes et en les accompagnant. Nos objectifs cette année étaient de faire en sorte que les acteurs de l'écosystème numérique se rencontrent autour de la vision du Sénégal 2050 et de voir comment les technologies, le numérique et l'éducation peuvent contribuer à réaliser et à accomplir cette vision. Comment, à travers cet événement, vous comptez renforcer la synergie entre les acteurs pour faire de l'éducation numérique, mais aussi de l'innovation dans le domaine numérique et digital, une réalité concrète dans la région ouest africaine? Donc, pour concrétiser cela, il faut que les gens se rencontrent, il faut que les gens se connaissent, se parlent pour comprendre les problématiques. Les problématiques autour de l'éducation et du numérique sont nombreuses, mais pour ce qui nous concerne, c'est la problématique de la formation des jeunes, de la formation même des élèves, de leur insertion, mais aussi de la préparation à l'insertion. Et ça ne peut pas se faire sans les partenaires, que ce soit le privé, les institutions, ce genre de partenaires. Mais évidemment, on a aussi, pour cette édition-là, prévu de faire des panels, des masterclass et des ateliers pour que les gens voient comment la technologie en 2025, qui n'a rien à voir en 2015, doit être adoptée, qu'on doit s'approprier pour vraiment répondre à ces enjeux et à ces problématiques.
Vous êtes le CEO de Volcano et de Bakeli. Comment ces deux structures contribuent-elles à l'accélération de l'EdTech, mais aussi de l'innovation numérique et digitale sur le continent? Quelles sont les actions concrètes que mènent vos deux structures dans ces domaines? Donc, Bakeli est une école de formation professionnelle qui dépend du ministère de la Formation du Sénégal, mais aussi c'est une EdTech, dans le sens où elle développe des solutions numériques pour former et insérer les jeunes. De notre côté, Volcano, en tant que partenaire et maison mère de Bakeli, contribue à l'insertion de ces jeunes. Par exemple, cette année, on a accompagné à peu près 300 jeunes à s'insérer via un stage. Mais de notre côté, pour insérer les jeunes, il faut aussi les préparer en leur donnant des compétences et des connaissances. Et c'est là où Bakeli joue son rôle, en développant la plateforme de e-learning de formation, en leur donnant des compétences et des connaissances, mais aussi en connectant ces jeunes à des partenaires, comme Volcano, comme les universités ou les autres EdTech de la place. Monsieur Diallo, via Bakeli, vous avez participé à la première cohorte du EdTech Fellowship Mastercard Foundation. Quelles leçons majeures tirez-vous de cette expérience? Cette expérience est pour nous très positive. Elle nous a permis d'avoir de la visibilité, de rencontrer d'autres acteurs de l'éducation et de voir les problématiques que ces acteurs rencontrent et de nous préparer ou bien de nous confronter aux mêmes problématiques afin de trouver des solutions ensemble. Mais aussi, en participant à ce programme, on a pu augmenter notre impact. Parce que l'année dernière, on a lancé notre plateforme de e-learning qui nous a permis de toucher des milliers de jeunes par an en les formant en ligne. Et cette formation en ligne, comme je viens de le dire, va les préparer à s'insérer ou à travailler dans des projets concrets ou pourquoi pas à entreprendre. Donc pour nous, c'est très bénéfique. Et enfin, un dernier apprentissage, c'est que ce programme nous permet de mieux structurer Bakeli pour être une entreprise technologique, innovante, mais aussi rentable. Et à l'aube de 2026, quelles sont selon vous les priorités pour faire de l'EdTech un véritable levier de transformation éducative et sociale en Afrique? Toute transformation commence par les êtres humains. Et ces êtres humains, aujourd'hui, dans la chaîne, ce sont les jeunes qui sont d'abord les premiers acteurs avant d'être professionnels, etc. Et l'éducation doit commencer dans la maison, mais aussi et surtout dans les universités. Les universités doivent, qu'elles soient des écoles de formation supérieure, des EdTech, des écoles privées, doivent être un lieu et un moment central de leur vie pour se transformer. Et cette transformation permettra d'avoir des talents qualifiés, des talents compétents, des talents courageux pour créer des innovations, pour contribuer à créer des innovations, mais aussi pour accompagner les États et les gouvernements. Monsieur Diallo, merci pour cet entretien. Merci Alexis, à la prochaine. Dans le hall du Grand Théâtre National de Dakar, start-up, organisations et jeunes innovateurs ont dévoilé leurs solutions les plus prometteuses. Chacun a présenté une initiative pensée pour rendre l'apprentissage plus connecté, plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Monsieur Mamadou Bari, responsable Internet des objets, explique comment sa structure souhaite rendre l'apprentissage plus connecté et accessible à tous. On rend accessible la science à travers les ateliers qu'on organise. On organise des ateliers au niveau des lycées où on forme des jeunes. On les explique d'abord ce que l'on appelle de la programmation, de l'électronique, ainsi de suite. On organise aussi des ateliers qu'on appelle des cahiers d'affaires, où des étudiants ou l'ensemble des personnes qui veulent se former à travers ça, on met un thème, on explique, ou aussi on forme à l'intérieur. On organise aussi des projets d'orientation où on fait des stages d'immersion, où on prend des lycéens qu'on amène au niveau de notre entreprise, où on les explique comment fonctionne le milieu entrepreneurial et comment aussi la technologie fonctionne. Et après cela aussi, on les explique, on essaie de les expliquer comment s'orienter pour réussir leur carrière en fait. À proximité, Madame Niox Fatoumata Niang, secrétaire générale et fondatrice du consortium Jeunesse Sénégal, expose la vision de son organisation, fédérer une jeunesse actrice du développement grâce à des programmes d'inclusion, de formation et d'entrepreneuriat. L'éducation numérique est au cœur de nos politiques. Nous avons donc tous nos projets orientés autour du digital, déjà par la mise en place d'un guichet unique qui offre toutes les opportunités pour la jeunesse sénégale. Dans ce guichet unique, on a une agrégation de toutes les initiatives existantes qui sont digitales à travers des jeux comme le Startup Ludo qu'on peut, grâce à un QR code, on peut y accéder. Les offres d'emploi également, donc tous les outils de compétences pour l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes au CJS sont
tous digitaux, que ce soit les programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, les programmes de participation citoyenne, et tout cela est agrégé au sein et au cœur même de notre dispositif du guichet unique. Et puis, au détour d'un autre stand, nous retrouvons Madame Irène Organ-Lipili. Sa structure s'est donné une mission claire, offrir des solutions technologiques concrètes, réellement adaptées aux réalités du terrain. Le secteur éducatif occupe une place stratégique dans les solutions que nous développons parce qu'aujourd'hui, les universités, les écoles primaires, les lycées ont tout aussi besoin de la digitalisation. Aujourd'hui, en tant qu'université, ils ont besoin aujourd'hui d'une solution qui leur permet de faire un suivi administratif, de suivre les étudiants, de suivre la gestion comptable, de suivre la vie estudiantine. Et aujourd'hui, grâce aux solutions digitales, le secteur éducatif peut devenir évolutif et s'adapter à l'ère du présent. À quelques pas des stands, panels et démonstrations ont offert une autre perspective, celle d'un écosystème qui se mobilise, innove et réfléchit ensemble pour accélérer la transformation numérique du continent. Le panel Éducation et EdTech a mis en lumière des enjeux clés, la formation des enseignants, la qualité des infrastructures, l'intégration d'outils pédagogiques et les défis liés à leur implémentation à grande échelle. De panélistes reviennent pour nous sur leurs recommandations prioritaires. Messieurs Gay, vous venez d'aborder lors de ce grand rendez-vous des questions liées à l'éducation et au EdTech. Alors, dans un contexte africain, comment renforcer, je dirais même accélérer ce duo gagnant? Effectivement, donc merci pour la question aussi intéressante. Donc, on parle de EdTech, d'éducation associée à la technologie. Et là, on parle d'abord de souveraineté numérique. Donc, il faut tout d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle donc une couverture numérique dans toutes les zones africaines pour que l'accessibilité donc à l'internet soit aussi disponible pour tout le monde. D'abord aussi de côté éducation et formation, il faut aussi qu'on intègre dans les curricula déjà des formations allant dans ce sens pour être autonome donc dans ce sens. Aussi l'État doit mettre en place donc un fonds tech, alors dans ce sens, afin de bien valoir ce qu'on appelle ce système. La dernière chose qu'on peut proposer, alors dans ce sens, c'est d'ouvrir des espaces de digital space qu'on peut former des jeunes, des femmes et des enfants dans le but donc d'avoir une maître amélioration sur le numérique. Merci. Et Monsieur Gay, qu'en est-il de vos recommandations? Vous qui êtes CTO à Simplon Sénégal, un acteur incontournable de l'innovation technologique. Alors, merci pour cette question. D'abord, en fait, quand on dit EdTech, c'est tout ce qui est technologie appliquée au service de l'éducation. Donc, il y a des préalables pour pouvoir mettre cette technologie-là au service de l'éducation et il y en a 3, je vais dire même 4. Alors, d'abord, il doit y avoir la connectivité. Il faut d'abord avoir une bonne connectivité, une couverture normale pour pouvoir avoir en fait ces technologies au service de l'éducation. La deuxième chose, c'est l'infrastructure. Sans téléphone, sans tablette, sans ordinateur, on ne peut pas utiliser ces technologies-là en classe et pour faire ce qu'on appelle les transferts de compétences. Et en fait, la dernière chose, c'est de pouvoir avoir les compétences et les connaissances qui vont avec. Donc, l'EdTech, c'est en fait donner en fait aux enseignants, aux étudiants, aux formés, en fait, le pouvoir de la technologie pour pouvoir acquérir des compétences et pouvoir les appliquer. Faire en fait de l'évaluation avec la technologie et surtout faire des transferts de compétences. Le gaming et l'e-sport étaient également au cœur des discussions. Une question centrale, comment transformer ces univers ludiques et créatifs en véritable passerelle vers l'apprentissage et le développement de compétences numériques. 2 acteurs majeurs partagent leur analyse. Soumaré, concrètement, le gaming peut-il devenir une porte d'entrée vers l'apprentissage des compétences numériques? J'ai envie de dire aujourd'hui que le gaming est l'une des meilleures portes en fait d'entrée pour le numérique. Tout d'abord parce que le gaming est un levier d'inclusivité. Il est plus facile d'attirer un enfant ou un adolescent vers le gaming que de l'attirer vers un ordinateur classique. Et au-delà de ça, il faut savoir aussi que les compétences qui sont requises dans le milieu de la création de jeux vidéo sont des compétences transverses, que ce soit pour le développement ou le graphic design, mais également tout le côté de la direction artistique
ou si on va jusqu'à des métiers tels que le marketing, la communication, ce sont des métiers transverses. Et aujourd'hui, le gaming, grâce à son attractivité qui est extrêmement forte en Afrique, peut attirer les jeunes justement vers le secteur du numérique. Merci Soumaré. Mame Faty, à présent, comment concilier le côté ludique et le potentiel éducatif du gaming dans des programmes de formation? Je vais donner l'exemple de Duolingo et Open Classroom parce que ce sont des exemples de comment concilier ludique et éducatif. Parce que les jeunes de maintenant, ils aiment tout ce qui est attractif, tout ce qui est fun. Et pour moi, la meilleure manière d'attirer les jeunes vers l'éducation, c'est de mettre la gamification dans les différents types de cours ou bien dans les différents types d'applications pour les permettre d'apprendre plus vite. Merci Mame Faty. Merci beaucoup. Merci. L'agritech n'était pas en reste. Au fil des échanges, de nouvelles idées fortes ont émergé autour de l'avenir de l'agriculture intelligente et de son lien avec l'éducation numérique. L'une des participantes nous livre justement son regard et les perspectives qu'elle voit pour ce secteur en pleine mutation. Il existe un gap énorme entre la transformation et les agriculteurs. Il existe beaucoup d'intermédiaires dans le secteur et les gens qui évoluent dans la transformation peuvent faire face à des difficultés à trouver des agriculteurs. Aujourd'hui, mettre en place une plateforme technologique qui va permettre de cartographier l'ensemble des agriculteurs au Sénégal et surtout avec une identification dans leur période de récolte permettra aux gens de savoir exactement où se déplacer pour avoir la culture qu'ils veulent. Autre moment fort de l'événement, l'intelligence artificielle. Un atelier dédié à la création de contenus pédagogiques assisté par l'IA a permis de démontrer, exemple concret à l'appui, tout le potentiel de ces outils au service de l'éducation. L'objectif de l'atelier consistait à apprendre aux enseignants à créer des contenus éducatifs et interactifs. Donc, ça leur permet de générer, par exemple, une centaine de quiz en juste 5 minutes. Et ça permet de générer également des contenus immersifs. Donc, les apprenants, lorsqu'ils vont tester leurs connaissances, juste avec des quiz immersifs et un peu amusants, ça leur permet de mieux consolider leurs connaissances et de voir quels sont les aspects à améliorer. Et l'enseignant a la possibilité de pouvoir générer le quiz et mettre de la voix avec de l'IA qui permet à l'apprenant d'apprendre et de pouvoir lire le quiz et tester. Quand l'apport de l'IA déjà, c'est de permettre à l'enseignant de générer rapidement le quiz et de pouvoir lui indiquer quels sont les aspects un peu à améliorer, à indexer pour que l'apprenant puisse mieux comprendre le cours qu'il veut le délivrer. Donc, c'est ça vraiment le bonus de l'IA. Et ça permet à l'enseignant de gagner du temps dans la création de ces contenus pour que l'apprenant puisse mieux comprendre et pour que lui puisse avoir plus de temps pour suivre l'apprenant. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci à tous nos invités pour ces échanges et à vous pour votre fidélité. 2025 nous a montré que l'EdTech peut être un instrument concret d'innovation, d'inclusion et de transformation. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2026 avec une nouvelle ambition, faire de l'accélération EdTech un projet d'impact pour des systèmes éducatifs plus résilients, équitables et connectés. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux épisodes des EdTech Monday UMOA.